Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro des podcasts de Damien Cinématique Universe.com. Dans ce quartier paisible, dans cette rue tranquille, un mystère se révèle. Et une aventure commence. Je veux le garder avec moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Maison, téléphone. Téléphone à sa maison. Je suis toujours là. Après avoir vu ce film, qui n'a jamais rêvé de vivre la même aventure qu'Elliot? Qui n'a jamais voulu avoir son propre extraterrestre dans sa maison? Qui n'a jamais sauté de joie pendant la scène de résurrection du pot de fleurs? Mais surtout, qui n'a jamais versé sa larmichette lors de la scène d'adieu? Bref, vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de E.T., l'extraterrestre, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg. Alors, sorti en 1982, ce film va devenir LE film pour toute une génération et va faire entrer Steven Spielberg au panthéon des génies du cinéma. Et pour parler avec moi extraterrestre, téléphone maison et vélo qui vole, je suis entouré de deux invités. D'abord une petite nouvelle et une grande fan de E.T., ainsi que du cinéma en général d'ailleurs. Et j'ai nommé Amandine. Bonjour Amandine, bienvenue. Merci, bonjour Damien, bonjour Monsieur S, bonjour à tous. Comme vous l'avez entendu, que seraient les podcasts du Damien Cinématique Universe.com sans notre Monsieur S national? Car oui, il n'est pas que mon expert Marvel, il est aussi un fada de Cinoche, comme nous tous. Bonjour Monsieur S, bienvenue. Bonjour à tous, et effectivement, aucun lien avec Marvel aujourd'hui. Voilà. Alors, avant d'approfondir sur le film en soi, on va demander la petite nouvelle de se jeter dans le bain. Donc Amandine, est-ce que tu peux nous pitcher l'histoire en quelques mots, s'il te plaît, pour ceux, on t'avoue, qui n'ont pas encore vu le film? Ok, alors le bizutage, on arrive. Voilà. Alors le pitch, un vaisseau spatial atterrit en pleine nuit près de Los Angeles. Ouh. Et de petits extraterrestres explorent la forêt afin de recueillir des échantillons botaniques. L'un d'eux s'aventure trop loin et se retrouve abandonné sur notre planète par les siens. Elliot, un enfant de 10 ans, le découvre et lui offre refuge dans sa chambre. Le garçon et le prénommé E.T. deviennent amis et un fort lien d'échange télépathique se crée entre eux. E.T. se retrouvant traqué par le gouvernement américain, Elliot, aidé de son frère aîné et de sa petite sœur, va tout mettre en œuvre pour garder la présence d'E.T. secrète et l'aider à reprendre contact avec ses congénères. Magnifique, bravo, on peut applaudir. Donc, pitch. Effectivement, c'est tout à fait ça. Bravo Amandine. Alors, il faut comprendre qu'en fait, comme Star Wars quelques années avant, comme E.T. sorti en 82, Star Wars en 77-78, c'est une grosse claque cinématographique en termes visuels, effets spéciaux et surtout histoire, parce que bon, voilà, c'est vrai que il y a eu Star Wars, il y a eu aussi Rencontre du troisième type juste avant pour Spielberg aussi, donc voilà, c'était vraiment la mode de faire des films de science-fiction avec des extraterrestres, etc. D'ailleurs, il suffit de regarder la fiche technique du film pour comprendre que en fait, le film ne pouvait être qu'un succès, avec tous ces grands noms aux commandes. Si vous regardez bien, alors déjà, vous avez à la réalisation Steven Spielberg, bien sûr, mais surtout au niveau des maquillages, par exemple, nous avons Carlo Rambaldi. Alors Carlo Rambaldi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pour dans les années 50, 60, enfin 60 plutôt, 60, de 60 à fin 90, milieu 90, c'est le plus grand génie des effets spéciaux visuels. Donc il a fait le King Kong des années 70-80, c'est lui qui a fait la tête animatronique pour Alien, et c'est surtout lui qui a créé l'animatronique de E.T. Nous trouvons aussi bien sûr le grand Ben Burt pour la voix d'E.T. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la voix a été faite à base de plusieurs personnes, mais ça on en parlera après. Voilà, donc on a plein de monde comme ça. Il y a bien sûr John Williams qui est présent dans l'intégralité des films de Spielberg, bien sûr, ça il n'y a pas de souci. Et enfin, le spécialiste des thèmes musicaux qui restent en tête. C'est clair. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand le thème musical a été créé d'une manière un peu inédite pour Spielberg et John Williams, c'est que Spielberg lui a montré la scène du vélo où Elliot s'envole, etc. Donc sur un petit combo pour l'époque, voilà. Et John Williams était à côté au piano, et en fait John Williams et Spielberg regardaient la scène, arrêtaient. John Williams s'est dit tiens, je verrais bien ça comme ça, et il lui jouait, et en fait l'air a été créé comme ça au fur et à mesure en live pendant qu'il regardait la vidéo. Vous pouvez trouver d'ailleurs cette petite vidéo sur YouTube. Donc voilà, John Williams à la réalisation musicale. Et enfin la production, Kathleen Kennedy.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas non plus Kathleen Kennedy, c'est la nouvelle patronne de Lucasfilm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Kathleen Kennedy a toujours été la productrice historique de Steven Spielberg et de George Lucas. D'ailleurs, c'est pour ça que George Lucas, quand il a vendu Lucasfilm à Disney, sa seule condition, la condition sine qua non, c'était que Kathleen Kennedy devienne la patronne de Lucasfilm au moment de la vente. Donc voilà, c'est une personne de très grande confiance pour ces deux personnages-là. Donc voilà, donc l'équipe, pour soi-disant être un petit film, avait ce qu'il fallait pour que ça devienne le succès escompté, bien sûr. Donc voilà. Alors, bien sûr, quand tu es gamin et que tu vois E.T. pour la première fois, je pense que tu t'en souviens à jamais, parce que ça a été vraiment... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, bon voilà, les films à effets spéciaux, c'est quasiment toutes les semaines. Pour l'époque, c'était plus rare, et surtout, c'est que c'était des grosses claques visuelles. D'ailleurs, pour vous, quel a été votre premier souvenir par rapport à E.T. Amandine, par exemple? Allez, honneur aux dames. Moi, j'ai découvert le film quand j'avais 7 ans, donc je l'ai vu à la maison. Et je me souviens essentiellement d'avoir été quand même impressionnée par tout ce qui est scène un petit peu frisson, parce que je pense que j'avais jamais vu ça encore à mon âge, et le genre de scène avec Elliot qui découvre E.T. dans la cabane au fond du jardin. Il fait nuit, il y a de la brume, les champs de maïs, c'est vraiment tout plein de codes de films frissons. Ça m'avait assez marqué. De la même manière que la scène d'invasion dans la maison par les agents du gouvernement qui ils sont en combinaison, ils pénètrent dans la maison de nuit avec des lampes et la famille est complètement effrayée. Enfin, tout ce genre de choses m'a vraiment marqué. J'ai l'impression plus que le lien très fort entre E.T. et Elliot, qui m'a ensuite plus parlé en grandissant, avec d'autres visionnages. Je pense que le lien est plus perceptible quand tu es plus adolescent ou plus adulte. Oui, c'est sûr que c'est plutôt le visuel qui te reste quand tu es gamin. Et vous, monsieur S? Alors moi, dans mon cas, pareil, j'ai découvert le film à la maison lors d'une diffusion télévisuelle. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est des petits détails tout bêtes, mais c'est des scènes. La libération des grenouilles à l'école. Je sais pas pourquoi, c'est une scène qui m'a marqué. Et donc, du coup, le premier baiser d'enfant. Donc voilà, quand on est enfant soi-même, on s'est dit bon, alors faut que je trouve des grenouilles, faut que je les libère. Et là, je vais pouvoir enfin conclure avec mon amoureuse. Même avec une fille plus grande. C'est ça, même avec une fille plus grande. Donc voilà, c'était. C'est pas un des films qui m'avait. Il y a des films comme ça qui sont destinés aux enfants qui m'ont fait peur, mais c'était plus les Goonies, par exemple. Les Goonies m'avaient fait beaucoup plus peur que E.T. Non, E.T. moi c'était vraiment, alors je voulais absolument un panier sur mon vélo, je voulais être Elliot en fait, donc je voulais avoir la vie d'Elliot et avoir tout ce qui se rapporte à Elliot, et je voulais une petite sœur aussi. Ça tu l'as pas eu. Voilà. Moi étant donné que je suis un petit peu plus vieux que les personnes ici présentes, moi j'ai eu la chance à vos souhaits, j'ai eu la chance de voir E.T. au cinéma. Alors je me souviens, c'était pour ceux qui vivent sur Paris, c'était au Gaumont-Alésia, qui est une institution chez nous. J'ai eu la chance d'y être, de l'avoir vu en fait avec ma maman qui m'y a emmené. Alors c'était pas à la sortie, c'était pour la ressortie en 1985. Donc j'avais un peu plus de 5 ans. D'ailleurs, 85 pour moi est une année charnière parce que c'est aussi l'année où j'ai découvert Star Wars. Bref, voilà, ça c'était la petite aparté. E.T. m'a impressionné moi pour plusieurs choses. D'abord, le côté science-fiction imaginaire parce que ça collait parfaitement à ce que j'étais enfant et ce que je suis toujours d'ailleurs aujourd'hui. Puis aussi le fait de voir une bande de gosses ordinaires vivre une histoire extraordinaire. Bon, quand j'étais petit, Et puis quand j'étais petit, j'avais beaucoup d'imagination d'après mes parents. Et donc, je pense que je me suis vraiment pris au jeu et j'avais vraiment l'impression de faire partie de cette bande. Et en tout cas, j'en rêvais. Et je me disais aussi que ça pouvait m'arriver à moi. Enfin, j'aurais aimé en tout cas que ça m'arrive à moi. Et moi, pour moi, la scène qui m'a le plus marqué, c'est un visuel. Je sais pas pourquoi il m'est toujours resté. C'est la scène où Elliot envoie la balle dans la cabane et qu'elle revient. En fait, ce brouillard en fait à côté du champ de maïs, etc. Je sais pas, ce truc-là m'avait marqué. Ça t'a marqué aussi. Je sais pas. C'était en fait c'était la scène. C'était pas le fait qu'il ait peur après en voyant E.T. C'était vraiment la scène d'avant. En fait, j'avais plus peur de la scène d'avant parce que je me disais putain, si ça m'arrive à moi, je suis tout seul. Déjà, je pense que ça m'arriverait pas parce que j'étais trop flippette pour rester seul dans le brouillard devant une cabane. Il a du courage. Il a du courage. Pour son âge,
Donc voilà, donc c'est plein de petites scènes comme ça. Mais après, c'est pas un film qui m'a fait peur. Pourtant, j'étais jeune, hein, j'avais 5 ans. Autant, pour ceux qui connaissent, j'ai vu pas très loin derrière Taram et le Chaudron Magique, qui m'a vraiment fait flipper. Mais ce film-là m'a pas fait peur. Pour moi, c'est le premier film. C'est le premier souvenir cinématographique que j'ai. D'ailleurs, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Voilà. Et ça a été pour moi un truc qui m'a dit, c'est ça que je vais aimer, c'est ça que je veux aimer, c'est ça qui m'a fait aimer la pop culture derrière, quoi. Comme beaucoup de gamins, je pense d'ailleurs, nés dans les années 80. Voilà. Alors pour la petite histoire perso, j'ai beaucoup entendu parler de ce film par mes parents. Il faut savoir que en fait à l'époque ce film était vraiment très très attendu. La génération de mes parents fait partie de cette génération qui est tombée amoureuse des films de Spielberg et de Lucas, et ils attendaient vraiment ce film avec une grande impatience, à tel point qu'ils m'ont beaucoup répété qu'ils n'ont pas pu le voir ensemble et qu'ils sont allés le voir séparément, chacun leur tour, tant ils ne voulaient pas le rater au moment de sa sortie. C'est trop chou. Ouais, comme quoi, tu vois, ça prouve bien qu'à l'époque, voilà, c'est un truc qu'on a pu maintenant, c'est que ces films-là, un grand spectacle, étaient tellement rares que du coup ça créait une envie, une attente que tu as maintenant d'une autre manière. Mais c'est vrai que toutes les semaines, tu as un film à effets spéciaux, tu as un film à gros budget, tu as un film fantastique qui sort au Cinoche, quoi. C'est vrai que pour l'époque, c'était pas la même. Alors, faut bien parler quand même de la genèse de ce film, comment il a été créé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après les cartons des Dents de la Mer et de Grands Contes du Troisième Type, Spielberg voulait faire un film plus intimiste. C'est d'ailleurs pendant le tournage de Rencontre du Troisième Type que Spielberg en parle à son mentor et acteur sur le film, François Truffaut. Il lui explique en fait qu'il aimerait faire un film où il raconterait son enfance ennuyeuse dans une banlieue dortoir. Voilà, Spielberg n'a jamais été fan de son enfance. C'était le dernier de trois enfants. Il a vécu dans une banlieue dortoir, il s'emmerdait dans son jardin, comme il le dit souvent. Bref, du coup, voilà, il voudrait faire un film qui raconterait son enfance, alors pas forcément un biopic, mais voilà, qui parlerait des enfances dans les cités dortoirs comme ça. Donc il en parle à François Truffaut, et il lui dit qu'il aimerait bien faire un film dans la même veine que le film de Truffaut, L'argent de poche. Et Truffaut lui explique en fait que l'idée de parler de la banlieue, de l'ennui par le prisme des enfants était une très bonne idée, parce que pour lui ça pouvait lui permettre d'explorer beaucoup plus par rapport à l'adulte qui lui était déjà ancré dans cette vie avec son travail, avec sa famille, etc. Et donc du coup c'est comme ça que l'idée de Spielberg est arrivée, enfin la première genèse de l'idée en tout cas. Oui, c'est vrai que sur le tournage de Rencontre du Troisième Type, Truffaut a été impressionné par la direction de Spielberg de l'enfant, du petit garçon qui se fait enlever par les extraterrestres, et lui a conseillé de tourner avec des enfants. D'ailleurs, ce gamin me fait peur dans ce film. Je trouve qu'il a une tête. Je sais pas ce qu'il est devenu depuis, mais si on me dit qu'il est devenu serial killer, je serais pas étonné, quoi. Il a une tête. Bref, pardon, excuse-moi. Alors donc, le film ne va pas se faire de suite. Il va falloir attendre 5 ans. Et différents concours de circonstances pour que l'idée finale jaillisse. Tout commence sur le tournage du fameux Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. On fera peut-être un prochain podcast, non Peut-être. Dans les cartons. Il y a tellement de quoi faire, il y a de quoi faire de toute façon avec Spielberg. Donc, Alors la scénariste Melissa Mathison est en visite sur le plateau, et elle est à l'époque la compagne d'Harrison Ford et une amie de Spielberg. Entre deux prises, le réalisateur explique à la scénariste son idée de film sur son enfance en banlieue dortoir, comme tu as expliqué, et elle lui propose d'en écrire un scénario, ce que Spielberg accepte dans la foulée. Alors même si à la base du scénario et dans les grandes lignes, ce que Spielberg souhaite, il n'est pas convaincu par la première version de l'histoire qu'elle a proposée. D'accord. C'est vrai que c'était une histoire beaucoup plus sociale. Et c'est pas ce que Spielberg cherchait à la base en fait. Et alors c'est une autre production de Spielberg qui va décanter tout. J'adore ce petit terme. Et Nicole. Après les succès du Troisième Type, Spielberg veut continuer son dépoussiérage du film de genre, ça on l'avait déjà dit. Et donc il décide de se faire une suite à son film d'extraterrestre. Tiens, tant qu'à faire. Voilà, donc il commande donc l'écriture d'un scénario, et ce sera Night Skies. L'histoire est celle de petits monstres extraterrestres, méchants et hargneux, qui envahissent une banlieue et qui s'en prennent à une famille cloîtrée dans sa maison. Alors l'une des créatures, du nom de Buddy, va se prendre d'affection pour la famille et il va décider de les aider. À la lecture du scénario, Spielberg n'est pas convaincu par cette suite du Troisième Type. Pour le réalisateur, tout ce qui vient de l'espace n'est pas mauvais. C'est nos actes qui rendent les choses mauvaises et non l'inverse. Du coup, le film est un bon oeil.
On peut dire qu'il a peut-être un petit peu changé de point de vue quand il a réalisé La Guerre des Mondes. C'est clair. Un petit peu moins amico. Voilà. Ouais, On bizarrement, évolue, pourquoi pas Spielberg. Alors, bon, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans la tête de Spielberg, rien ne se perd. Du coup, ce fameux scénario de Night Skies va être découpé en 3 parties. Donc la partie famille cloîtrée dans une banlieue, en difficulté dans sa maison, etc., va devenir la genèse de Poltergeist. Les petites bêtes méchantes, hargneuses, qui embêtent tout le monde et qui envahissent une petite ville de banlieue, etc., ça va devenir les Gremlins. Et enfin, l'histoire de cet extraterrestre gentil, Buddy, etc., qui va aider une famille, lui, en fait, c'est ça qui va être l'idée principale de Spielberg, c'est qu'il va en reparler à Melissa Mathison, et il va lui dire, voilà, je veux que tu intègres cette partie de l'histoire dans une nouvelle version du scénario que tu m'avais proposé, et c'est comme ça qu'E.T. et que le scénario final de E.T. est né. Donc voilà, comme quoi, des fois, il suffit d'une erreur pour en faire 3 succès. Bref, alors pour le tournage, ce qu'il faut savoir, c'est que Spielberg donc, ne voulait pas faire un film à gros budget. Pour lui, c'était un film intimiste qui parlait en plus de sa vie, entre guillemets. Donc, à aucun moment, Spielberg a démarré son tournage en se disant « on fait un nouveau blockbuster, voilà, on va faire un carton, etc. » C'était pas du tout l'idée du film. D'ailleurs, même la production et le studio lui a donné carte blanche en disant « vas-y, fais ton film, de toute façon, tu viens de nous faire 4 succès de folie, donc tu peux faire ta petite pause. » Alors pour le tournage, ce qu'on peut dire aussi, c'est le point de départ, la conception du personnage d'E.T. Alors Spielberg a fabriqué lui-même le prototype de l'alien à partir de découpage et de collage. Ça c'est un truc de fou. Je prends mon petit catalogue 3 Suisses, là je découpe des petits trucs et je fais des petits collages. Donc en effet, il a assemblé les yeux et la bouche du poète Carl Sandburg, le front d'Albert Einstein, et les fesses de Donald Duck et le cœur du Christ. Ouais, ça c'était trop chou. D'ailleurs, pour la voix d'E.T., parce que bon, alors la version française est un peu différente de la version originale d'ailleurs. La voix d'E.T., c'est un mix entre l'actrice Debra Winger et une inconnue qui s'appelle Pat Welsh. Leurs deux voix en fait, elles ont été mixées par le grand et génie du son Ben Burtt. Il faut savoir, Ben Burtt, c'est lui qui est à l'origine de Chewbacca, des bruits du sabre laser, des bruits de C3PO, etc. Enfin voilà, c'est un génie du son aux États-Unis. Donc du coup, il a mixé tout ça, et c'est ce qui a donné la voix, la fameuse voix d'E.T., que je fais très mal, mais bon, bref. Donc merci au grand Ben Burtt d'avoir créé la voix du petit extraterrestre. Pareil, une autre petite anecdote, il faut savoir qu'un grand futur réalisateur et pote de Spielberg a donné l'idée d'une des scènes les plus drôles du film, la fameuse scène où la mère rentre dans le placard de Elliot, où E.T. est caché dans les peluches, on voit juste sa tête. En fait, c'est une idée tout simple et toute bête de grand Robert Zemeckis, qui a réalisé après Retour vers le futur et plein d'autres films. Donc c'est lui qui lui a donné l'idée, en fait, parce qu'il il était venu rendre visite Spielberg sur le tournage, et il y avait une scène où déjà, quand E.T. rencontre le chien pour la première fois, flippe à mort et part se cacher dans le placard, et se cache derrière les peluches. Et donc du coup, Zemeckis était présent, et c'est lui qui a proposé à Spielberg l'idée de mettre juste la tête de E.T. Et Spielberg lui a dit ça tombe bien, et je pense avoir la scène qui colle bien. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que le film a été tourné dans l'ordre chronologique du scénario. Oui. Pour les enfants, c'était plus simple, etc. Donc c'est pour ça que la scène est arrivée après, et l'idée de Zemeckis est arrivée au bon moment. Et pour une autre petite astuce de tournage, la séquence dans la rue le soir d'Halloween, où E.T. est déguisé en fantôme, pour donner à la scène un aspect plus immersif, Spielberg a eu l'idée de prendre un morceau de tissu, d'y découper 2 trous pour les yeux et scotcher le drap sur l'objectif de la caméra, afin que le spectateur puisse voir exactement ce que E.T. voyait. Et d'ailleurs, vous pouvez vous souvenir qu'il croise ce qui pense être un de ses petits congénères. Voilà, le grand maître Yoda. C'est clair. Mais comme quoi, tu vois, de petites astuces faites de grands films et de grands réalisateurs. Exactement. Voilà. C'était le mantra pour aujourd'hui. Et pour le tournage, Spielberg a voulu vraiment positionner l'intégralité de ses caméras à hauteur d'enfant. Et c'est vrai que pendant, je pense peut-être la première heure du film, la seule adulte qui est filmée en entier, c'est la maman d'Elliot. Tous les autres adultes, comme le professeur de biologie, les agents du gouvernement, ils sont filmés vraiment à hauteur d'enfant, donc cadrés sur le buste. À tel point que Peter Coyote est crédité en tant que Keys, car les clés à sa ceinture apparaissent sur chacun de ses plans, et c'est vraiment le genre de détail qui accrocherait les yeux d'un enfant. C'est ça. Et d'ailleurs, sa tête apparaît que à la fin du film, pas avant.
Exactement. Et donc Spielberg en fait voulait toucher le plus grand nombre de gens avec son histoire bien sûr. Donc il a utilisé 3 techniques en fait pour y arriver. La première, ça a été de ne pas donner de date aux événements, c'est-à-dire que le film à aucun moment dans le film tu sais à quel moment on est, à quelle période, quelle année, etc. Il a voulu que le film reste intemporel. Il fait exprès aussi de ne pas citer la ville et ni le quartier où se passe l'intrigue du film. Et enfin, pour ne pas donner de nom de famille à Elliot, et pour que, en fait, il n'a pas voulu donner de nom de famille à Elliot, pardon, pour que tous les enfants, en fait, s'imaginent à la place d'Elliot et se prennent pour le personnage. Alors, puisqu'on en vient à parler d'Elliot, on va faire un petit passage quand même sur le choix d'Henry Thomas dans ce rôle, donc pour ce personnage de petit garçon. Alors, lors des essais, Henry devait jouer une scène où il pleurait. Et pour y arriver, il a pensé à son chien. Parce que le pauvre chien, en fait, avait été mort quelques semaines auparavant. D'ailleurs, la scène du casting est disponible aussi, pareil, sur YouTube. Oui. Elle est quand même assez impressionnante et je peux comprendre. Ah oui, il faut vraiment la regarder, ouais. Et c'est vrai que j'avais lu que Henry Thomas était vraiment un fan de Spielberg. Il est même venu au casting apparemment déguisé en Indiana Jones avec son fouet, son petit chapeau. Apparemment, il était hyper nerveux, il s'en est plutôt mal tiré et Spielberg a décidé de lui faire une improvisation plutôt qu'une lecture. Et là, effectivement, il a conquis complètement l'équipe. Et à la fin de cette vidéo, on peut entendre Spielberg qui lui dit « You got the job, kid, c'est bon, t'es engagé ». Surtout qu'ils étaient un petit peu dans la merdouillasse parce qu'ils étaient, je crois, à 3 semaines du tournage et ils n'avaient toujours pas trouvé Elliot. Donc c'était surtout le bon timing, quoi. Et à la base, Drew Barrymore a auditionné auprès de Spielberg pour le rôle de la petite fille, mais pour Poltergeist. Le réalisateur a vu en elle un autre personnage et lui a proposé de participer à un autre casting pour l'un de ses films qui s'appelait donc à l'époque This Boy's Life, qui n'était en fait que le titre de travail de E.T. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Drew Barrymore, en plus quand elle est arrivée sur le casting, elle a complètement menti à Spielberg. Alors, sur plein de choses. Alors Spielberg, ça l'a fait rire parce que elle avait 7 ans, enfin elle avait même pas 7 ans encore à l'époque, elle avait encore 6 ans. Mais elle avait déjà quelques tournages à son actif dans quelques séries et téléfilms. Et elle voulait tellement jouer ce film, et pour elle, être devant Spielberg, c'était tellement un truc de dingue, qu'elle s'est dit, je vais aller au culot et je vais percer le plafond. Donc elle a dit qu'elle jouait de la batterie dans un groupe de rock. Donc à l'âge de 6 ans, hein, bien sûr. Et qu'elle faisait des tournées, enfin qu'elle avait enregistré des albums, enfin un truc improbable. Et c'est d'ailleurs ce qui a convaincu Spielberg de ne pas la prendre pour Poltergeist, mais pour E.T., parce que les deux petites filles sont complètement et diamétralement opposées. Et quand il a vu la personnalité de Drew Barrymore, c'est comme ça qu'il l'a choisie et qu'il s'est dit que pour E.T., elle ferait beaucoup mieux l'affaire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est le début des jeux vidéo dans les années 80, au moment de la sortie du film. Donc, les licences commencent déjà à se vendre depuis Star Wars. Donc, Atari a acheté les droits pour en faire un jeu vidéo, a acheté les droits de E.T. Le jeu a été développé, alors par contre, c'était une question de timing, le jeu a été développé en seulement 3 semaines par un certain Howard Scott Warshaw. Et le problème, c'est que le jeu était si médiocre qu'il sonna la fin de la section console de salon d'Atari. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu vidéo s'est vendu à 1,5 million d'exemplaires les 3 premières semaines, sauf que le retour critique des gamers a été si mauvais que dans l'histoire du jeu vidéo, c'est le jeu vidéo qui est passé de top à flop en l'espace de 3 jours. Donc voilà, donc ça a été un truc de folie. Du coup, Atari a dû fermer sa section salon, console de salon. Et du coup, la société a été coupée en deux. Une a fait faillite et l'autre partie, la partie arcade d'Atari, a été revendue à Warner Communication. Et du coup, Atari a dû arrêter de faire ses jeux vidéo et ses consoles de salon. Et une rumeur, pendant des années, a couru comme quoi la tonne et demie de jeux vidéo qui avait été imprimée avait été enterrée dans un désert, etc. C'était donc soi-disant une rumeur, etc. Et il s'avère qu'il y a 2 ans, ce container a été retrouvé. Donc voilà, rempli de boîtes de jeux avec tous les jeux E.T. dedans. Donc voilà, donc c'est collector. Alors, certains étaient encore en bon état en plus. Donc du coup maintenant ça se revend une mine d'or, mais voilà, c'est ce qui est quand même un seul jeu vidéo qui a fait que Atari, qui était leader mondial en plus à l'époque des consoles de salon, a coulé
Voilà, tout simplement. Un nouveau record pour E.T. Voilà, c'est ça, un nouveau record pour E.T. Mais le jeu est toujours aussi mauvais, hein, attention. C'est l'objet qui est devenu collector. Ouais, c'est clair. Alors il faut savoir que Spielberg, faire un film fantastique, ça l'empêche pas de vouloir être plus proche du réalisme. Et donc en fait, il a travaillé en étroite collaboration avec la section de recherche sur les extraterrestres de la NASA pour concevoir le film E.T. Bon, on peut fantasmer sur la partie de fin du film. C'est clair. Ça se trouve, il a été renseigné de comment le gouvernement agirait si il y avait un extraterrestre dans une maison. D'ailleurs, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, le film à l'époque, Spielberg n'était pas dans l'idée de faire un gros film. D'ailleurs, le film était tellement considéré par les studios comme un petit film de détente pour Steven Spielberg que même les marques pour les placements de produits n'ont pas suivi. Si vous vous souvenez, Elliot attire E.T. dans sa maison grâce à des espèces de petits bonbons avec une cacahuète dedans chocolaté. Alors beaucoup peuvent penser que c'est des M&M's. Eh ben non, parce que M&M's à l'époque a refusé de faire partie du film parce qu'ils avaient compris que ça allait être un film à petit budget, que voilà, Steven Spielberg n'avait pas d'ambition derrière, donc ils ont refusé. Pourtant c'était quand même Spielberg. Et du coup c'est une petite marque concurrente, Raze's, qui fut choisie, et grâce à ça, elle a explosé ses ventes, mais de, je sais plus, combien, Amandine ? Quelque chose comme 70%. Voilà, donc voilà, et en fait, du jour au lendemain, ils sont devenus leaders de la petite cacahuète. On peut en déduire que des gens chez M&M's ont été virés ce jour-là. Ont été remerciés gentiment, c'est clair. Ils ont été dans le même wagon que chez Atari. Voilà, c'est ça. Pour parler d'une scène un petit peu moins légère, la scène où E.T. est en train de mourir. Et donc Spielberg a décidé de ne pas travailler avec des comédiens pour cette scène-là, mais de travailler avec de réels médecins. Il voulait que la scène soit vraiment la plus juste possible parce qu'il savait qu'elle était vraiment cruciale. Et donc il a demandé aux médecins d'agir sur l'animatronique de E.T. de la même manière qu'ils agiraient sur un vrai patient en train de mourir, quoi. D'ailleurs, cette scène est juste dingue. Surtout la scène où Elliot pose la main sur le plastique quand ils sont séparés et tout. Ça rien d'en parler, ça me déchire. Bah oui, je comprends. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'a dit précédemment, E.T. est le film le plus personnel de Steven Spielberg. Pour plusieurs choses, c'est qu'il fait vraiment une parallèle entre sa vie réelle, son enfance, son adolescence et la vie d'Elliot. Ce qu'il faut savoir, c'est que Spielberg a grandi dans une banlieue dortoir de la middle class où il s'ennuyait profondément. Et que son seul échappatoire, en fait, c'était le cinéma. Même s'il n'avait pas le droit d'y aller, parce que ça même lui interdisait strictement d'aller au cinéma. Mais il y allait quand même. Tu vois, putain, heureusement. Merci pour nous après, parce que sinon... Il ne garde pas un bon souvenir de son enfance et de cet univers suburbain, mais il en parle déjà dans Rencontre du troisième type, où il décrit une population vouée à vivre et à travailler dans des lieux complètement dénués d'identité. Et d'ailleurs, c'est vraiment ce qui ressort souvent dans les interviews de Spielberg, c'était ça. C'est qu'en fait, quand il regardait les adultes autour de lui, il voyait les mêmes personnes partout, en fait. Il n'arrivait pas à voir des gens qui sortaient du lot. Il voyait tous les gens, toutes les personnes partir le matin avec leur voiture, aller au travail, rentrer, etc. Et voilà. Pour lui, c'était quelque chose qu'il ne voulait pas devenir. Et alors, le fait de ne pas montrer le visage des adultes dans E.T. enfonce encore un peu plus le clou dans ce que Spielberg ne voulait pas devenir, en fait. Même s'il a un profond respect pour cette classe d'où il vient, il s'en cache jamais, mais il ne peut pas s'empêcher de montrer que, d'une certaine manière, il avait peur de devenir comme eux. Et donc Spielberg, dans les interviews, racontait à l'époque de la sortie de E.T. que c'était vraiment son film le plus personnel et qu'il a mis beaucoup de son ressenti. Il faut savoir que les parents de Spielberg se sont séparés quand il était enfant et il en a beaucoup souffert. Et c'est vrai que c'est une thématique qu'on retrouve quand même beaucoup dans la filmographie de Spielberg. Pour citer par exemple L'Empire du Soleil, un enfant séparé de ses parents dans un camp japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. L'enfant robot de AI, qui est rejeté par sa famille car il n'est pas humain. Attrape-moi si tu peux aussi. Attrape-moi si tu peux, oui, c'est vrai qu'il est plus grand, mais il souffre énormément du divorce de ses parents. Le Peter Pan, orphelin dans Hook, La Revanche du Capitaine Crochet. Tom Cruise, vraiment le mauvais père absent dans la guerre des mondes, voilà. Et puis même les petits enfants de Jurassic Park qui s'accrochent comme des petites sangsues à Alan, le paléontologue qui déteste absolument les enfants. Et dans E.T., on voit vraiment bien la souffrance d'Elliot depuis le départ de son père.
On voit qu'il y a des gens de colère qui semblent solitaires. Et Spielberg a même avoué s'être inventé à un moment donné de son enfance un petit compagnon imaginaire, comme savent le faire si bien les enfants. Et on peut voir ce film comme une expérience un petit peu cathartique pour Elliot, où il regrette vraiment l'absence de son père. Et quand il reçoit E.T. Vraiment comme un cadeau, il le prend vraiment pour lui, se sent spécial. Il répète sans cesse qu'E.T. est venu le voir lui et qu'il veut le garder avec lui. Au final, avec tout le cheminement du film, il peut le laisser partir et rejoindre les siens dans ce dernier dialogue très touchant où Elliot dit à E.T. reste, et E.T. lui dit je suis toujours là. Oui. D'ailleurs, on peut bien comprendre dans le film, si tu regardes les trois personnages, enfin les trois enfants, la relation qu'ils ont avec la séparation de leurs parents, c'est que Drew Barrymore est une petite fille qui comprend pas tout ce qui lui arrive, donc papa lui manque, mais voilà, sans plus. Le frère aîné, lui, il est dans le côté où il comprend ce qui s'est passé, et il est plus dans le côté j'en veux à papa parce qu'il est parti. Et donc Elliot est le seul qui, lui, pendant tout le film, d'ailleurs c'est lui qui fait pleurer sa mère à un moment en parlant de son père, qui ne prend pas de pincettes en fait, parce que pour lui, tu sens que des trois enfants, c'est l'enfant à qui le père manque le plus, quoi. D'ailleurs, pour la petite histoire, les parents de Spielberg, beaucoup d'années après leur séparation, se sont remis ensemble et sont toujours ensemble. Alors, je sais pas je sais pas où est-ce qu'ils en sont au niveau vitalité actuellement, mais en tout cas voilà. Ils sont toujours ensemble dans la même boîte. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ils se sont remis ensemble des années après, parce que le père de Spielberg a dit que de toute façon, l'amour de sa vie, c'était elle, c'était la maman, quoi. Et bon, il faut savoir que de toute façon, dans plusieurs interviews au moment de la sortie du film, Spielberg se déclarait comme Peter Pan. Pour lui, il était un adulte qui n'avait jamais grandi, qui avait gardé son âme d'enfant, et que pour lui, c'était le plus important, quoi, en fait. Donc voilà. Alors, E.T., après son succès, bien sûr, va forcément changer la vie de beaucoup de personnes, ou pas. Donc, par exemple, on peut parler de Drew Barrymore. Donc, Drew Barrymore, en fait, à 7 ans, après avoir loupé le casting de Poltergeist au profit d'E.T., Drew Barrymore s'est lié d'amitié avec la jeune petite actrice du même âge, Heather O'Rourke, qui avait, elle, été choisie à sa place pour interpréter le rôle de Karen Ann dans le film d'horreur Poltergeist. Oui, et il a fallu attendre 2 ans pour revoir Drew Barrymore à l'âge de 9 ans, sur grand écran dans le film Charlie, qui est tiré du roman de Stephen King Firestarter, où elle joue le rôle d'une petite fille qui a un pouvoir pyrokinésique. Et elle tourne ensuite dans plusieurs autres films, dont Divorce à Hollywood, et elle obtiendra même une nomination aux Golden Globes comme meilleure actrice dans un second rôle. Donc ça partait bien au début. Oui. Cette starification rapide lui vaut d'être invitée à toutes les soirées d'Hollywood, et même de rencontrer le président Reagan en octobre 84. Présidente de l'époque, qui était à l'origine lui-même acteur. Exactement. Mais le mauvais côté de cette notoriété soudaine va lui valoir de découvrir l'alcool à 9 ans, le cannabis à 10 et la cocaïne à 12. Normal. Précoce. Bon, j'ai envie de dire comme tout le monde, mais voilà, bon, chacun sa vie, quoi. American Way of Life. Voilà. Et tous les médias et les paparazzis vont se mettre à la suivre dans ses virées nocturnes, et elle va rapidement faire la une des tabloïds People. À l'âge de 13 ans, elle entre en cure de désintoxication et fait une tentative de suicide à 14, ce qui lui vaudra un nouveau séjour en cure. Génial. À 15 ans, elle obtient son émancipation et elle emménage dans son propre appartement à New York. Et à l'âge de 16 ans, elle décide de revenir vivre avec ses parents. Mais un bonheur n'arrivant jamais seul, il refuse et lui demande de retourner dans son appartement new-yorkais. Ne supportant pas le rejet de sa famille, elle tente une nouvelle fois à l'âge de 17 ans de se suicider. Et à la suite de ça, elle doit repartir de nouveau en cure de désintoxication. Elle refuse, ce qui lui vaut un placement en hôpital psychiatrique. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que tout au long de ces années-là de déchéance psychologique et de tests de drogue, etc., il y a une personne qui est toujours restée à ses côtés et qui, d'ailleurs, dans le futur, est devenu son parrain officiel, c'est Steven Spielberg. Donc, il a toujours été là pour elle, comme il le pouvait, comme il disait, parce qu'il expliquait que, elle aussi expliquait d'ailleurs, qu'elle n'a pas toujours accepté les mains tendues de Steven Spielberg et qu'elle le regrette encore aujourd'hui. Mais bon, la chose c'est bien fini pour elle, heureusement. D'ailleurs, dans les années 90, les années 90 signent un retour progressif sur le devant de la scène pour Barrymore. Alors, d'abord dans quelques téléfilms où elle va jouer avec sa réputation subversive en fait, et elle pose
Elle pose même pour Playboy d'ailleurs en 1995, à l'âge de 20 ans. Ouais, non, pas du tout. On a senti une petite émotion quand il l'a. Oui, ah bon, petite c'est vrai, anecdote excusez-moi. On en reparlera dans un prochain podcast. Hein, d'accord. Donc voilà, elle passe par des seconds, voire même des fois troisième rôles. On la voit dans Batman Forever. Bon, c'est pas non plus un des meilleurs Batman, mais bon, voilà. On la voit aussi dans la comédie avec Whoopi Goldberg, Avec ou sans homme. Et aussi d'ailleurs dans le film de Woody Allen, Tout le monde dit I love you. Mais à chaque fois, voilà, c'est des secondes, des tout petits rôles, des apparitions. Mais alors c'est son rôle dans la scène d'ouverture de Scream, le film d'horreur de Wes Craven, qui va relancer sa carrière et ouvrir un chapitre de sa carrière plus glorieux dans les années 2000. Donc, d'ailleurs, en fait, ce qui est dingue, c'est que c'est aussi un second rôle, quoi, parce qu'elle meurt dès le début. Quoi. Ah oui, c'est la scène d'ouverture. Non, mais voilà, c'est ça. Oui, c'est la scène. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Et je veux dire, c'est elle qui va introniser le Halo qui est au téléphone, tu vois. Donc, je veux dire, c'est. Halo. Voilà, puis il faut savoir aussi que Scream est un film générationnel en soi. Ça va être le film d'une génération dans les années 2000. Et du coup, elle va devenir un peu le symbole de cette nouvelle génération. C'est ça. Donc, en tant que productrice, c'est en fait surtout les années 2000 vont la lancer en tant que productrice de films par la suite. Alors, les années 2000 ont fait du bien à sa carrière d'actrice, mais ça lui a permis aussi de lui ouvrir une nouvelle carrière qui est celle de productrice. Alors, notamment la série des Charlie Angels, qui a bien relancé le genre, et aussi Donnie Darko, avec le jeune Jack Gyllenhaal. Ouais, excellent film. Oui, excellent, c'est vrai. Et donc, elle tourne dans beaucoup de comédies romantiques avec Adam Sandler, George Clooney. C'est Confession d'un homme dangereux, les frères Farrelly, Ben Stiller et Hugh Grant, avec des succès à chaque fois et souvent des critiques positives sur son travail d'actrice. Et donc en 2009, elle va réaliser son premier film avec Ellen Page dans le rôle titre, Bliss. Donc elle continue son travail après de productrice pour divers films où elle ne joue pas forcément d'ailleurs. C'est clair. Et puis du coup en 2017, elle revient au petit écran cette fois-ci. Avec la série comico-horrifique Santa Clarita Diet. Et que je conseille vivement. Oui, c'est clair, avec Timothy Olyphant. Donc la série va faire 3 saisons, elle vient de se finir là, et elle est finie définitivement, si mes sources sont bonnes, et mes souvenirs surtout. Et du coup, elle est aussi la productrice de la nouvelle version de Charlie's Angels, avec entre autres Kristen Stewart qui sortira en fin d'année. Alors c'est pas un reboot, c'est une suite. Avec 3 nouvelles actrices et d'ailleurs il me semble que Drew Barrymore joue dedans aussi. Elle fait une apparition en tout cas, ouais, il me semble. Donc ça c'était bon, c'est vrai que Drew Barrymore E.T. a lancé sa carrière mais a lancé aussi une grosse part de destruction. Elle s'en est bien sortie, tant mieux pour elle. C'est pas le cas de tout le monde, c'est le cas de Elliot alias Henry Thomas. Alors lui, après l'énorme succès de E.T., du coup sa carrière elle a jamais décollé quoi en fait. Oui, mais en même temps, il s'est jamais mis à l'alcool à 12 ans. C'est clair, il n'a pas cherché le mec aussi. En fait, il va se contenter de second rôle. Alors, on va le voir souvent, pareil, dans des apparitions, alors quand même notables, parce qu'on va tout de suite le reconnaître dans Légendes d'automne, on va tout de suite le reconnaître dans God of New York, mais c'est vrai qu'on est déjà quelques années plus tard après E.T., ou alors carrément des nanars complets comme la suite de Ouija, un film horrifique qui était sorti il y a quelques temps. Ouais. Alors, il fera aussi plusieurs téléfilms et apparaîtra dans plusieurs séries. Alors, le temps d'un épisode comme dans FBI Portée disparue, par exemple, Les Experts ou Le Mentaliste. Et c'est en 2018 en fait qu'on le retrouve dans l'excellente série The Haunting of Hill House en père de famille, donc série Netflix qui est d'ailleurs produite par Amblin Entertainment. Exactement. Mais hélas, on peut donc en conclure que le rôle d'Elliot dans E.T. lui a tellement collé à la peau toute sa vie que ça ne lui a pas permis jusqu'à présent de trouver vraiment un nouveau rôle pour se détacher. Dès qu'on le voit, on se dit « Ah, mais c'était le petit garçon de Mais E.T. » c'est ça, ouais. Voilà. Le problème aussi, c'est qu'il a eu une fin d'adolescence, parce que bon, il avait, je sais plus quel âge il avait pour E.T., il avait 11 ans, je crois. 11 ans, ouais. Il a eu une adolescence après un petit peu compliquée, on peut dire qu'il a eu le syndrome Joel Haley Osment. C'est-à-dire que c'était une petite tête d'ange et en grandissant, il est devenu un petit peu boutonneux, des choses comme ça. Donc du coup, il plaisait plus trop à la caméra. Et je pense que le trou dans sa carrière, en fait, qui a duré quelques années, ne l'a pas aidé. Et c'est vrai qu'il n'a jamais réussi à décrocher du rôle, quoi. Ce qui est dommage, mais bon, c'est comme ça. Et moi, il restera dans l'histoire comme étant Elliot, c'est déjà ça. Et après, il peut continuer à faire les Comic-Con, etc. Voilà. Dans le monde entier. Ça lui paye des petits voyages gratos. Il va pas non plus nous faire chier. Bon, alors bon, le patron dans tout ça, Steven Spielberg,
Faut savoir que le tournage de E.T. a été un peu particulier pour Spielberg, car en plus de travailler sur la production et la création de ce film, le réalisateur préparait en parallèle un autre film qui était Poltergeist, c'est-à-dire que les deux films étaient tournés sur dans les mêmes studios. Et radicalement différents. Ouais. Alors, ne pouvant pas, contractuellement parlant, réaliser 2 films en même temps, Spielberg offrit le poste à un jeune réalisateur, Tobe Hooper. Mais beaucoup disent que Spielberg faisait la navette entre les 2 tournages pour donner ses directives à Hooper, ainsi que les storyboards des scènes à tourner. Il a quand même gardé la main mise sur ce film. Le mec est psycho, quoi. Le mec tourne 2 films en même temps. C'est boulimique. D'ailleurs, en fait, quand on demande à la plupart des acteurs et techniciens sur le tournage de Poltergeist, tout le monde dit que c'est Spielberg qui était le réalisateur, clairement, et que la Ligue des films américains a même ouvert une enquête sur ce sujet pour savoir à qui revenait le titre de réalisateur sur le film. Non, mais c'est quand même fou cette histoire, parce que Spielberg était tellement intéressé par le scénario de Poltergeist qu'il n'a pas pu s'empêcher d'attendre en fait la fin d'E.T. Mais il savait qu'il avait la suite d'Indiana Jones à tourner derrière, donc en termes de timing en fait ça passerait pas. Donc c'est pour ça qu'il a eu cette idée. Alors lui, Spielberg n'a jamais revendiqué à 100% qu'il avait réalisé le film, mais il n'a jamais revendiqué à 100% qu'il n'avait pas réalisé le film. Donc il est toujours resté très ambigu sur cette histoire. D'ailleurs, il avait même fait une lettre qu'il avait fait paraître dans je ne sais plus quel magazine, remerciant Tobe Hooper pour la réalisation du film, mais la manière où il avait écrit la lettre en gros disait que Spielberg remerciait Tobe Hooper d'avoir entre guillemets obéi à ses directives, quoi. En gros, voilà. Donc c'était mis d'une façon plus gentleman que ça, mais c'était à peu près ça, quoi. D'ailleurs, après ce lourd travail de double casquette et surtout l'énorme succès inattendu de E.T., parce que faut savoir, c'est que quand E.T. a été un carton mondial, personne ne s'y attendait, surtout dans les studios. Les spécialistes du marketing, etc., ils sont tous tombés des nues sur le succès. Donc du coup, Spielberg, après, a voulu faire moins de films d'entertainment et commencer à réaliser des films plus profonds. D'ailleurs, il a commencé par réaliser La couleur pourpre avec Whoopi Goldberg. Et ensuite, il enchaîna avec L'Empire du Soleil, avec le tout jeune Christian Bale, ou encore Always. C'est ça. Et il faudra attendre 93, soit plus de 11 ans après E.T., pour que Spielberg fasse une entorse à son idée de faire des films plus réalistes et réaliser le magnifique et cultissime Jurassic Park. Les couloirs. Et depuis ce temps, Spielberg jongle donc entre films grand spectacle et histoires plus humaines. Alors, comme on en est à parler du patron, je rouvre une petite parenthèse parce que tout à l'heure j'ai fait une blague de mauvais goût par rapport à ses parents. Et il faut savoir que Monsieur Spielberg, père, est toujours en vie, et il est âgé de 102 ans, et que malheureusement sa maman nous a quittés à l'âge de 97 ans, il y a 2 ans, en 2017. Merci Monsieur S pour cette... Et qu'il a su normer Lily. Bravo, mais c'est clair. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Spielberg a longtemps dit que E.T. donc était son film le plus personnel, jusqu'à ce qu'il réalise La liste de Schindler, qui est là pour lui et le film où il a mis le plus de tripes dedans. D'ailleurs, c'est la première fois qu'un film a été réalisé intégralement à Auschwitz. Pour l'époque, il expliquait que ça a été un tournage très compliqué pour lui, par rapport à l'historique bien sûr, et par rapport surtout à ses ancêtres. Donc voilà, c'était la petite l'aparté là-dessus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 20 ans après la sortie du film, le DVD est arrivé. Enfin bon, il était déjà là depuis quelques temps, mais Spielberg a eu l'idée pour les 20 ans d'éditer une version remasterisée du film, donc en 2002, et avec des scènes inédites et aussi certaines modifications de scènes déjà existantes. Oui, une grande avant-première a eu lieu, alors non pas dans un cinéma, mais dans un grand théâtre de Los Angeles. John Williams en personne a joué avec un orchestre philharmonique l'intégralité du score en live pendant la diffusion du film. J'aurais donné n'importe quoi pour y être, parce que ça devait être juste dingue, quoi. Et donc à la fin de la représentation, l'intégralité du casting est montée sur scène pour fêter comme il se doit ce chef-d'œuvre de Spielberg. D'ailleurs, ça vous pouvez le retrouver, vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Il y a un super reportage qui dure pas très longtemps sur toute la préparation de John Williams, sur la technique qu'il fallait adapter et créer pour pouvoir jouer en live pendant que le film était joué. Et vous voyez aussi l'apparition de tout le cast à la fin du film. Alors par contre, ce qui devait être une fête pour Spielberg, c'est un peu retourné contre lui, parce qu'il a voulu apporter des modifications pour cette sortie en DVD, et ça a énormément déplu aux fans de base du film, parce par exemple il allait faire toucher la chromie pour atténuer le côté vidéo à l'image, et c'était pas possible, quoi.
Oui, et puis il a ajouté de temps en temps des versions numériques de E.T. Dans les plans éloignés. Il a aussi intégré 2 scènes inédites, la scène de la baignoire, qui à l'époque n'avait pas été concluante. Mais ils n'avaient pas réussi à la faire tout simplement parce que la scène se tourne dans l'eau. En fait, E.T. est complètement immergé pour être caché et qu'en fait, l'animatronique ne bougeait pas dans l'eau. Ça fonctionnait pas, oui, exactement. Et il y avait aussi Harrison Ford qui joue le rôle du proviseur d'Elliot. Dont on ne voit seulement donc, le buste, les mains, et dont on peut reconnaître la voix. Il a aussi, d'ailleurs, il a aussi fait effacer, pour cette version DVD, les armes et les cigarettes des flics. Alors là, par contre, sacrilège, il a aussi remplacé le vaisseau d'E.T. par une version numérique. Alors, il n'a pas touché au design de McQuarrie, heureusement, parce que là, je pense qu'il aurait été pendu, même si c'était Spielberg. Mais en tout cas, voilà, il a rajouté une version un peu plus moderne, qui ça aussi a choqué les fans. Si vous êtes curieux, on peut voir sur internet les scènes en parallèle, la version 82 et 2002, et voir un petit peu les petits changements. C'est vrai que E.T. est légèrement plus expressif, il cligne un peu plus des yeux, il est un petit peu plus peut-être réel. Et effectivement, le vaisseau, il y a quand même des petites améliorations sur les reflets, les éclairages. Ils ont rajouté les essuie-glaces, enfin bon, des choses comme ça, quoi. Alors la colère, surtout la déception, soyons honnêtes, des fans, fera regretter ces changements à Spielberg. Il déclara même qu'il regrettait de ne pas avoir pris conscience qu'il était tout simplement en train de toucher aux souvenirs des gens en modifiant le film. Et d'ailleurs, dans la version Blu-ray, qui est sortie quelques années plus tard, Spielberg enleva quasiment toutes les modifications et scènes inédites apportées à la version des 20 ans. Et c'est d'ailleurs cette version-là que vous retrouvez depuis quelques semaines maintenant sur la plateforme Netflix en version 4K. Les seules modifications qui sont restées, c'est donc le vaisseau, version numérique, les quelques petites apparitions de E.T. En plan large, et aussi quelques expressions sur le faciès de E.T. Par contre, toutes les scènes inédites ont été recoupées, les armes sont revenues, les clopes aussi, bref, vive le cancer. Il avait cédé complètement à la pression de la norme familiale, où les gens avaient apparemment été choqués dans un film qui était adressé aux enfants de voir des armes. Et apparemment, il avait aussi changé dans le doublage. Elliot, à table avec sa famille, lançait une belle insulte à son grand frère qui avait choqué l'Amérique puritaine. Et il a changé dans cette version où il avait mis une insulte un petit peu plus passe-partout. Truc de fou, bref. D'ailleurs, cette version originale de E.T. a été une source d'inspiration pour de nombreux réalisateurs à succès qui officient de nos jours. Le film leur a permis quand même de s'ouvrir au fantastique et surtout aux effets spéciaux qui étaient quand même encore inédits pour l'époque. Oui, par exemple, David Fincher, il ne s'est jamais caché que sans E.T., il n'aurait peut-être jamais pu faire Alien 3. Bon, je pense que s'il avait su le carnage que le tournage allait être pour lui et pour son psychologique, je pense qu'il n'aurait quand même pas accepté, mais bon, ça c'est une autre histoire. Après, on peut citer d'autres noms comme Peter Jackson, Roberto Rodriguez ou encore Kevin Smith, sont des purs descendants de Spielberg, clairement. La plupart expliquent que E.T. a été l'élément déclencheur dans leur envie de faire du cinéma et surtout de vouloir faire rêver les gens à travers la caméra. Mais bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est que le réalisateur d'aujourd'hui, qui est quand même considéré comme le fils spirituel de Steven Spielberg, c'est J.J. Abrams. Il a d'ailleurs réalisé un film hommage à E.T. Il y a quelques années qui s'appelait Super 8. Et d'ailleurs, il avait demandé à l'époque à Spielberg de produire le film, et Spielberg avait accepté après lecture du scénario. Oui, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu les mêmes éléments, des enfants comme acteurs principaux, et puis la venue sur Terre d'une entité extraterrestre qui est vue avec candeur par les enfants, et puis au contraire qui est complètement traquée par le gouvernement. Mais au-delà d'être devenu réalisateur grâce à Spielberg, J.J. Abrams s'en est inspiré aussi pour son travail de filmmaker et de producteur. Parce que tout comme Spielberg dans les années 80, J.J. Abrams produit aujourd'hui des films qu'il confie à de jeunes réalisateurs à qui il prête un grand avenir. C'est clair, exactement comme Spielberg avait fait à l'époque, après le succès d'E.T., il a créé Amblin, et c'est comme ça que, via Amblin, en fait, il a fait appel à de nombreux jeunes réalisateurs en leur proposant des scénarios, ou voire même en produisant les scénarios de ces jeunes réalisateurs pour créer plein de films. C'est comme ça qu'il a lancé la carrière de Robert Zemeckis, de Tobe Hooper, de Joe Dante, de plein de réalisateurs de l'époque.
En tout cas, en conclusion, ce qu'on peut dire de Steven Spielberg, c'est qu'en voulant faire un film intimiste et sans grande prétention mercantile, en fait, il a réussi à faire le film qui marquera l'histoire du cinéma sur plusieurs points. Alors déjà, d'avoir trouvé la recette miracle du bon dosage entre histoire et effets spéciaux pour créer un blockbuster parfait dont les studios continuent encore aujourd'hui à s'inspirer. C'est clair. C'est ça qu'il arrive à mêler le merveilleux à l'angoisse. C'est ça. Et c'est d'ailleurs vraiment la recette type que les studios vont utiliser derrière, parce que comme du coup personne ne s'attendait à ce succès, il n'y avait pas eu de recherche vraiment marketing derrière, et en fait ils se sont aperçus que la recette, c'est Spielberg qui l'avait inventée, quoi. Alors, cette recette a permis à beaucoup de futurs réalisateurs de se révéler dans leur passion du cinéma et continue encore aujourd'hui d'ailleurs à bercer l'imagination d'enfants à travers toute une génération des années 80 qui a su se faire perdurer ce film en le montrant à leurs propres enfants et voire même petits-enfants. C'est clair, et heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, il a aussi permis à Spielberg d'asseoir son statut de réalisateur-producteur, hein, car le succès d'E.T., donc du coup, comme je le disais, lui avait permis de créer Amblin. Avec le petit logo justement de Elliot et E.T. sur le vélo, oui. Mais pour moi, en tout cas, personnellement, je pense qu'il a surtout permis de mettre un visage sur ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture. Et c'est, en tout cas pour ma part, je pense que ce film n'aurait pas existé. Je ne serais pas actuellement en train d'enregistrer ce podcast et d'avoir un site internet qui parle de la pop culture dans le cinéma et dans les séries télé. Et alors, si on devait enfoncer le clou de l'influence d'E.T., il faut quand même se rappeler que 30 ans plus tard, une série télévisée sur une plateforme bien connue qu'on a déjà citée plusieurs fois, qui est Netflix, Stranger Things, je veux dire, voilà, cette série, elle doit tout à E.T. et à Spielberg de manière plus générale. Et pourtant, elle touche cette série une génération qui n'a absolument pas connu le film. Pour certains n'ont même pas vu, mais sont complètement imprégnés. La culture autour du film donc de genre les a tellement imprégnés qu'aujourd'hui en fait ils se reconnaissent. Et quand tu vois Stranger Things, la première chose que tu dis c'est ça me fait penser à E.T. ça me fait penser à E.T. ça me fait penser à E.T. Exactement. C'est tellement ça. Non, mais c'est vraiment de toute façon un film d'une génération, et c'est un film avec Star Wars. D'ailleurs, c'est les deux patrons, hein, c'est les deux tauliers du cinéma de divertissement. C'est vraiment un film qui a changé l'industrie du cinéma. Alors certains d'ailleurs sont contre ce genre de film, parce que pour eux E.T. est le film qui a détruit le cinéma entre guillemets indépendant, etc., qui a été relancé quelques années plus tard grâce à Robert Redford et à Sundance. Mais c'est vrai que pendant une décennie, le cinéma américain entre guillemets indépendant a connu de gros soucis, parce que du coup tout le monde voulait faire des films à grand spectacle et des films d'entertainment, des blockbusters, etc. Donc c'est vrai que pendant quelques années, le film plus intimiste américain a eu bobo. Donc voilà. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on voulait dire nous pour aujourd'hui et pour cette émission sur ce fabuleux film E.T. Je voudrais remercier mes deux acolytes d'avoir participé à cette nouvelle émission. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'Amandine, ça t'a plu, cette petite expérience podcasting. Voilà, ça s'est très bien passé. On espère en tout cas, nous, qu'elle vous a plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous et de partager sur les réseaux. Enfin voilà, comme d'habitude. La bonne nouvelle, c'est que nous serons de retour fin juin pour la dernière émission de la saison. Alors ça sera une émission un peu spéciale, car ça sera sur les adaptations des jeux vidéo au cinéma, et je peux vous dire qu'il y a de quoi faire et de quoi dire. En tout cas, merci encore à toi Amandine pour cette première participation et ton expertise. Merci d'avoir bien bossé. Merci à toi de m'avoir invité. Mais je t'en prie. Et merci à toi bien sûr, mon monsieur adoré. Et nous trois, on vous embrasse. On vous dit à la fin du mois pour une dernière émission de folie. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut. Gros bisous. Salut.